yourself as you are, without judgment. See what is. You have no further problem. Bienvenue à un autre balado dans la série Nourrir sa tête sans affamer son cœur avec le yogi de Wall Street. Aujourd'hui, c'est un peu intimidant d'interviewer probablement un des plus grands intervieweurs à Montréal, peut-être un des plus grands dans le monde aussi, un coureur de marathon, un actuaire, un presque PhD, un hyper performant, un rockstar dans l'âme. Hey, t'en as des affaires, toi? L'associé directeur du bureau de Boyden à Montréal. Le fondateur, en plus. Du bureau, oui. Du bureau. Et tu as un autre titre aussi où tu es en charge... Je m'appelle chef de la pratique mondiale de placement des présidents d'entreprise et de gens de conseil d'administration. Wow! Félicitations. Ça fait que vous l'avez deviné. J'ai auteur aussi, j'ai oublié, auteur de 2 livres, auteur de 2 livres à succès. Entre autres, Démarquez-vous et Faux pas, qui sont des bibles. J'ai commencé à les lire. Fait que vous avez deviné, je suis avec Roger T. Duguay. Salut, Roger. Bon matin. Fait que parle-moi un petit peu de... Avec quoi tu veux commencer? Avec Boyden, avec tes livres, avec... Rapidement, peut-être Boyden, juste pour placer le terrain. Boyden, une des grandes firmes internationales de recrutement de cadres supérieurs. Donc, une firme de 40 pays, 75 villes et majoritairement, ce que Boyden fait, c'est d'aider les entreprises à trouver du talent. Dans la guerre du talent, trouver des gens de qualité, de haut niveau. Donc, souvent, ça va être des présidents d'entreprise, directeurs généraux, conseils d'administration et vice-présidents. Et ça, on le fait à l'échelle mondiale. Comment ça se fait que vous n'étiez pas à Montréal? Parce que c'est récent quand même, c'est depuis 2016, c'est ça? Oui, écoute, c'est une superbe question. Et en même temps, quand c'est arrivé, je me disais la même chose, puis c'est pour ça que j'ai sauté cette opportunité. J'étais associé directeur d'un autre grand bureau international quand j'ai été approché par ce partnership-là de Boyden, qui était pratiquement dans la plupart des grandes villes du monde, puis il n'était pas à Montréal. Le Canada n'avait pas fait partie d'énormément d'efforts pour attaquer le Canada. Et pratiquement une centaine de personnes ont quitté l'ancien partnership de où j'étais pour partir les opérations de Boyden au Canada. Et en même temps, donc c'est pratiquement tous des anciens collègues de mon ancienne firme. Et en même temps, ils m'ont demandé, Roger, on aimerait ça que tu partes les opérations du Québec. Et c'est encore un peu plus compliqué parce que, on va le dire comme ça, j'ai quitté mon ancienne firme avec un laptop et un lawsuit. Donc, je dis souvent ça en blague. Il n'était pas content de ça. Mais c'était une opportunité incroyable de pouvoir construire un brand de zéro, vraiment, là, juste avec un laptop, et d'en faire aujourd'hui un des plus gros bureaux à Montréal. Donc, très fier. Et comment ça se fait que tu t'es ramassé à la tête là, de la pratique de recherche de PDG et CEO? Une couple de raisons. Quand on a commencé les opérations à Montréal, on avait une feuille blanche. Parce que c'est rare, en général, que tu pars de zéro les opérations d'une grande firme comme ça. Et j'avais déjà en tête à mon ancienne firme qu'il faut se différencier. Dans notre industrie, les 7 grands joueurs mondiaux sont les mêmes depuis 50, 60 ans. Donc, puis il y a une espèce d'oligopole à haut niveau. Donc, moi, je me suis dit, on va venir shaker ça, cette industrie-là, sur la manière de travailler, la vitesse, les termes et conditions, les honoraires. Donc, avec Boyden, on a eu la chance d'être comme un projet pilote mondial, de shaker ça d'une belle manière. On a eu beaucoup de succès. Donc, quand le conseil d'administration mondial a vu ça, et il y avait l'ancien chef de pratique mondial qui est aux États-Unis, qui prenait sa retraite, ils m'ont demandé si je pouvais m'impliquer faire un peu la même chose à l'échelle mondiale. Wow, félicitations. C'est arrivé quand, ça? En avril 2019. Wow.
Donc, c'est quand même récent, mais bravo, mais pas tellement longtemps après que tu as joint la firme. Ça fait que... non, quand même, 4 ans après. Ouais, 4 ans, c'est ça. Pas longtemps, en gros. Puis ce qui est fun en consultation, c'est qu'on fait juste en rajouter. Hein? Tu fais la même job, et en plus, on rajoute des choses. Donc, félicitations! Voici un nouveau rôle. J'ai bien hâte de voir tantôt à travers les questions pourquoi tu fais ça. Puis, tu avais déjà écrit un livre il y a 4 ans, Démarquez-vous. Oui. Et tu viens de sortir un tout dernier livre, là, Faux pas. Oui. Qui est vraiment important qui est une Bible, hein, j'ai commencé à le feuilleter, qui est vraiment une Bible pour n'importe qui utilise les réseaux sociaux pour se vendre, là, pour vendre leurs services professionnels. Fait que parle-moi donc un petit peu du livre. Mais rapidement, l'idée est venue... Tu sais, je pense que c'est pas évident écrire un livre, et tu le sais toi-même, là, t'en as 2 aussi. Premièrement, tu vas avoir une valeur ajoutée, il faut que ça te parle, il faut que tu y crois, il faut que tu aies quelque chose à dire. Comme autant que mon premier livre portait sur être la meilleure version de nous-mêmes en permanence, ce deuxième livre-là était comme venu à l'envers. Comment je peux empêcher tout le monde de faire des gaffes? Et la chance que j'ai, c'est dans ma profession, qui est une vocation, puis je vais en parler plus tard, à faire entre 500 et 1000 entrevues par année de gens seniors et d'exécutifs. C'est surprenant le nombre de gaffes que le monde fait. Donc, en entrevue, au travail, quand ils parlent d'eux-mêmes, dans des contextes qu'on est moins courants. Donne-moi donc un exemple de gaffe. D'exemple, des gaffes très simples à comprendre. On vient dans une entrevue très importante pour un rôle important. On essaie de bien répondre aux questions. On essaie de démontrer un bon savoir-être. Il y a des gens qui vont regarder le message texte en pleine entrevue quand tu es 1 à 1. Tu sais? Puis ça peut paraître comme une banalité, mais dans un contexte d'hyper-performance où chaque détail compte, c'est pratiquement un petit manque de respect là, de consulter tes messages textes, à moins qu'il y ait une urgence familiale, et tu l'as dit au début. Alors, de regarder ça. Un autre faux... Ça démontre une espèce de manque de conscience et de perspective. Vous savez, il n'y a rien de plus subjectif, temporel et géographique que le savoir-être. Moi, je peux trouver que c'est correct. Toi, tu peux trouver que c'est pas correct. Puis il n'y en a pas de bonne réponse. Mais si tu veux une job, que je suis responsable de passer les entrevues, assure-toi que tu fasses ces choses qui me dérangent pas, moi, qui ne créent pas des irritants. Mais de toute façon, ça semble un savoir-vivre 101. Là, puis, oui, exactement. Mais on serait surpris le nombre d'exemples de savoir-vivre 101, que ce soit auprès des gens handicapés, auprès des gens qui ont perdu un proche, quelqu'un qui vient de perdre sa job. Notre premier employé transgenre dans un bureau, comment est-ce qu'on réagit, le respect. L'ère numérique, tu l'as dit, hein? Les gens ne savent pas comment se comporter dans l'ère numérique pour une simple raison que personne vient de l'ère numérique. Alors, toi et moi, même si on est un peu plus âgés qu'un millénium, on n'a pas plus d'expérience dans le numérique. Donc ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. Puis la rapidité auquel les nouvelles se propagent, se partagent, puis d'où l'importance d'éviter les faux pas. Merci d'avoir écrit ce livre-là, cette Bible-là. Et que tu vas avoir l'occasion de présenter. Quand le balado va sortir, ça va être après le Salon du Livre, mais que tu vas avoir l'occasion de présenter au Salon du Livre. Fait qu'on va y aller avec des questions plutôt personnelles, des questions tirées de mon livre à moi. Fait que tu es né à Charlevoix, d'une famille humble, d'une très grande famille. Tu parlais pas anglais. Tu avais un billet artistique musicien. Fait que déjà là, j'y vois un paquet de croyances potentiellement limitantes qui auraient définitivement pu t'empêcher là, d'être ici, là, dans ton bureau de coin, dans la tour. Ouais. Fait que, est-ce que tu as eu des croyances limitantes? À l'époque, je ne savais pas qu'ils étaient limités. Ouais. C'est ça que j'ai eu. Je suis un catholique typique, Charlevoix, élevé à la fin quand même de l'emprise catholique, donc pas beaucoup d'emprise parentale utilisée que la religion. Mes parents utilisaient la religion, mais quand même
il restait des traces. Fait que tu fais un lien avec l'importance de la religion, comme quoi que c'est limitant, c'est castrant d'une dans certaine façon, c'est ça, oui? Oui, parce que, puis tu vas comprendre pourquoi. Je viens de 2 grandes familles, les Duguay, les Tremblay, 75 cousins, cousines, 52 oncles et tantes. La légende dit que le prêtre de ma paroisse Saint-Irénée est allé voir ma grand-mère après 15 enfants, puis il a dit « C'est pas assez, tu continues. » Tu me niaises. Je te niaise pas. OK? En plus qu'il y a même des gens de la famille qu'on ne sait même pas s'ils viennent de la famille, tellement que ma mère a eu 22 enfants. Tu peux comprendre l'emprise de la religion, OK? Que j'ai pas senti, moi, du prêtre. J'ai senti les conséquences de génération d'avant. Autre facteur... C'était quoi les conséquences? Les conséquences, c'est la culpabilité judéo-chrétienne. Ah, mon Dieu, j'ai été élevé là-dedans. Moi, j'ai encore des traces, des leftovers aujourd'hui. Et l'autre grand morceau, c'est que quand tu as tellement de cousins et de cousines et de tantes dans Charlevoix que tout le monde est là, tu n'as même pas assez de temps pour t'occuper de ta famille, qui est déjà très proche, comme à l'italienne. Donc, il n'y a pas d'amis. Mes parents n'avaient pas d'amis pratiquement. C'était juste que ça peut être une richesse d'une certaine façon, oui, ça? Oui, mais quand tu sors de là puis tu prépares ton envolée pour l'extérieur, fait que tu sais pas ça shake des grounds. OK, tu sais pas nécessairement comment interagir avec la société, avec des membres, avec des gens qui sont pas de ta famille. C'est intéressant. Ouais. Puis t'as pas de rôle model. Moi, j'avais pas de modèle dans les 75 cousins-cousines, oncles et tantes. La plupart étaient dans des professions traditionnelles dans Charlevoix, puis c'est pas ça que je voulais faire. C'est quoi un role model pour toi? C'est quelqu'un qui va me tirer vers le haut. C'est quelqu'un que je vais regarder, que je vais m'inspirer, que je vais apprendre des choses que je ne sais pas, qui va me dire « Ah, il fait ces choses-là, je savais même pas que ça existait, ça a l'air vraiment bien, il m'ouvre mes horizons, il va m'éduquer sur des sujets, des valeurs que je pourrais adhérer. Donc, il va m'amener ailleurs. En tant qu'être humain, il va me faire grandir. » Pour moi, c'est ça. Puis, j'en avais pas vraiment. Je suis encore jeune pour savoir c'est quoi, mais dans mon entourage, je trouvais que j'en avais pas. Puis, comme je t'ai déjà parlé, la musique, moi, est venue comme me sauver. Là. Jusqu'à 13 ans, là, je patinais un peu comme tout le monde alentour. Mais à 13 ans, la musique m'a rentré dedans. De quelle façon? C'était pour moi une révélation, une passion, j'étais... Fait que ça t'a sorti de ton monde de région, de famille, et puis c'est allé réveiller quelque chose dans toi. Le rockstar en toi. Le rockstar dans toi. Ça, c'est intéressant. Puis le rockstar dans toi, puis t'en es un rockstar, là, tu sais, juste que l'introduction qu'on a faite, t'en es vraiment un rockstar. Mais je vais continuer avec les croyances limitantes. Ça fait que cette espèce de culpabilité judéo-chrétienne qui nous habite beaucoup d'entre nous, les Québécois, puis d'autres qui ont vécu un peu plus là-dedans comme toi. Ouais. Est-ce que ça t'habite encore? Oui. Oui? Ah oui! Oui, il m'habite par rapport aux vieux liens qui viennent de mon enfance. Alors, familial, par rapport à mes parents. J'ai encore la culpabilité qui est mise de la manière que les parents leur avaient mis aussi. Puis, tu sais pas comment dealer avec ça, parce qu'il y a l'amour, tu veux être un bon fils, puis tu veux faire les bonnes affaires, mais on réussit à toucher des bisous, te faire sentir comme si c'est genre que tu fais pas la bonne chose. Pas dans les autres sphères de ma vie. T'es comme sous probation. Ouais, c'est comme, il est dur à expliquer, là. Puis tu dois leur prouver quelque chose? Tu leur dois quelque chose? C'est un devoir, là, le devoir de... Puis moi, je suis un gars le symbolique, l'amour inconditionnel familial de tes racines. Là. C'est comme... Je suis là avec l'épée, là, puis je me bats pour ça, puis je le sens. C'est un des seuls morceaux qui est encore là. Fait que ça, c'est intéressant parce que la culpabilité de la famille, d'avoir vécu avec la proximité de la famille, que tu dis qui est limitant d'une certaine façon, mais d'une autre façon, tu dis que ça habite tes valeurs, puis ce lien familial-là, de parole, d'être là. C'est un gros spaghetti. C'est un gros spaghetti. Puis ça te responsabilise d'une certaine façon. Bien, ça me donne, premièrement, ça me donne des grandes qualités aujourd'hui de qui je suis. Je suis un gars extrêmement facile d'approche. Je me considère humain qui gère rien. Qui gère rien? Qui gère rien. C'est comme... je vois quelqu'un là, que je trouve sympathique, là,
que je sois président d'entreprise, je vais le voir, puis là, c'est chaleureux, comme dans Charlevoix, là. Le monde me dit souvent, t'es bien tout là, chaleureux, là. Ça, c'est Charlevoix, là-bas, là. On cogne pas aux portes, tes portes sont pas barrées, on rentre, on ouvre, on dit ce qu'on pense. Ça, j'ai pas de la ville, moi, là. Je suis devenu un produit de la ville, mais je viens pas de là. Fait que ça, c'est intéressant. Fait qu'encore une fois, je reviens avec ça. Ça fait que ton côté limitant de venir de Charlevoix, de la petite ville, de la banlieue, tout ça, a été un de tes atouts, mais quelque chose que tu t'es servi pour te responsabiliser, ton côté chaleureux, ton côté humain, puis pour être capable de connecter, oui, parce qu'au-delà du chasseur de tête puis du potentiel CEO qui est devant toi, il y a 2 personnes humaines, puis c'est ce qui te donne les atouts pour connecter à ce niveau-là avec... Je pense que oui. Ouais. Je pense que quand je regarde les gens dans mon domaine qui font un métier similaire à moi dans on va l'appeler le Grand Montréal ou le Québec Inc., je vois les gens, ça fait drôle à dire, hein, mais je vois les gens à ma compétition qui viennent de la ville, qui t'ont élevé dans la machine, école privée, sans aucun préjugé, là, mais tu sais, la grosse machine de Montréal avec leurs pères, qui sont des parents qui sont déjà dans la machine de Montréal, grosse carrière. Je trouve qu'ils n'ont pas la même proximité. Mais t'es quand même allé dans la machine parce que t'as presque complété une partie du PhD en actuariat. T'as fait la moitié. Oui, j'ai fait le bac en actuariat, j'ai Ouais. fait un certificat en économie statistique, j'ai fait un MBA, puis j'ai fait 5 ans au doctorat. 5 ans au doctorat. Que je n'ai pas complété. Je suis en train de... T'as étudié aussi à Harvard, ça fait que t'es allé quand même dans ces sphères-là. Oui, absolument. Mais ce qui t'habite, c'est tes racines, Oui. c'est ton côté humain, puis c'est ton côté familial. Ah oui, puis c'est drôle, plus j'avance dans... Je suis un gars qui adore étudier, plus j'avance dans les diplômes et certifications, on dirait que moins je porte d'intérêt à ça. Pour moi, sur le doctorat, pour moi, ces études-là ont été un moyen de me dépasser. Puis, dans mon premier livre, j'en parle beaucoup. Hein, être à la limite toujours de mon dépassement intellectuel, physique, émotionnel, spirituel. Pour moi, les études, c'est genre, ouais, es-tu capable de faire ça un doctorat? Non, ouais, on va s'amuser là-dedans, on va aller pousser ça. Puis, se dépasser, est-ce que c'est une de tes croyances responsabilisantes? Est-ce que c'est ce qui te pousse à être où tu es rendu d'un point de vue professionnel? Je te dirais oui. Parce que moi, je me me suis toujours considéré comme un lazy overachiever. En français, on dirait un grand performant paresseux. Es-tu lazy ou c'est parce que c'est facile? Non, lazy, lazy, c'est parce que tu le forces pas. Non, c'est que tu vas comprendre pourquoi Ouais. lazy. C'est que moi, là, la théorie des buts, au doctorat, j'avais étudié ça, la théorie des objectifs en motivation, ça, c'est en plein moi. Tu mets un objectif, je m'inscris, alors moi, j'y vais, je le dépasse. Tu mets pas l'objectif, je fais rien. Donc, moi, je veux dire, courir, être en forme, mon petit 5 km par jour, me garder en forme, ça marche pas avec moi, ça. Je m'inscris à un marathon. Je suis inscrit à un marathon, qui est dans 6 mois. Je vais courir un 10 km tous les jours. On a parlé un petit peu avant, mais je t'ai pas posé la question, mais quand tu fais le marathon, t'as-tu du plaisir? Oui, à part la douleur intense qui tu veux pleurer là, à ta mère. Ouais. Jusqu'à temps que le 30 km là, que je veux mourir, là, j'ai beaucoup de plaisir. L'adrénaline d'arriver, là, la foule, là, puis voir tout ce monde-là pomper, là, je me sens en forme. Puis là, je passe, c'est comme un gros party, là. Mais tes sentiments, tes émotions, à la fin du marathon, c'est quoi? Pour moi, ça se fait accomplissement. Ah ouais. Ça fait que si on en revient d'un point de vue professionnel, pour toi, c'est important de te mettre des objectifs. Ouais. De te pousser, de les dépasser pour aller chercher justement ce sentiment d'accomplissement-là qui est de toi à toi ou de toi dans la culpabilité? Ouais, non, je sais. Je pense qu'il est de moi. De toi à toi. Je pense qu'il est de moi. Je suis un hyperactif. Je suis un gars qui veut faire plein de choses de sa vie. Si j'avais du temps, je referais un bac en théologie, en psychologie. Pourquoi tu veux faire ça? Je trouve que la vie est trop courte. J'aurais besoin de 500 ans, OK? Pour tout faire ce que j'aime faire. J'aimerais ça commencer les arts martiaux. J'ai pas le temps. J'ai de la misère à me coucher à chaque soir, tu sais. Il y a trop de choses. Ça, c'est mon gros problème. Ma blonde, elle se couche, elle est contente de rentrer dans son lit, là. Puis moi, je suis là, tabarouette, il me reste juste 2 heures. Il me reste juste 3 heures. Puis là, il arrive, là, rendu 1h moins quart, 1 heure. Va te coucher. Puis là, je suis comme
dedans, là. Tu sais, c'est comme... Mais y arrive-tu, t'es-tu satisfait? T'es-tu Ouais, rassasié? je suis pas satisfait. Quand je sors mon Non. lit, je suis pas content. Parfait. Content, là. OK, ça fait que tu as des objectifs, tu les atteins, tu es satisfait, tu es bien. Là, le problème, c'est que tu sais qu'en faire un autre. Tout de suite, c'est comme mon 3e livre, donc c'est le 2e n'est pas encore fini. Donc, je suis de même, parce que je me connais aussi théorie des buts. Puis là, je l'ai expérimenté. Hein, pendant un été, je ne m'inscris pas à un marathon. Parce qu'il ne m'a pas couru. T'en as couru combien de marathons? 5. Puis là, je veux courir un ultramarathon. Je pense que je l'ai dit, là, à Ricana, non, tu ne me l'as pas dit. Ben oui, c'est mon objectif. Là, sinon, j'ai arrêté de m'entraîner. Donc là, je m'inscris au Ricana dans Charlevoix. As-tu déjà eu peur? Ben oui, j'ai déjà eu peur. Oui, déjà eu peur. Mais ça, c'est large comme question, là. Est-ce que... D'un point de vue professionnel. Là. D'un point de vue professionnel... Quand tu as ouvert le bureau ici, tu es associé, j'imagine, tu es investisseur. Ça, j'ai pas eu peur. Non, ça, j'ai pas eu peur. Parce que j'étais tellement convaincu. Tu sais, j'avais déjà une autorité. Ça fait 5 ans, j'étais associé directeur à l'autre bureau. J'ai senti l'opportunité, je l'ai vu, je l'ai pris avec tellement d'excitation, là. Puis, je suis l'entrepreneur typique, je n'ai pas pensé une seule fois, hey, what is à potentiellement perdre l'argent. Là. Même pas du second. C'était comme si c'était clair. Mais j'ai eu peur, tu sais, le petit Québécois francophone, quand je suis parti, moi, 6 ans à Toronto, de l'Université Laval direct. Mon anglais était moyen. Je suis gradué en actuariat. Tu avais fait un petit séjour à 18 ans à Londres. Ouais, qui m'avait donné ma base. Ouais. Travaillé au McDonald's pendant 9 mois, employé du mois, 3 mois. Là. Ça, c'est un hyper performant pour de vrai, ah, ça. Oui. Le gars, il arrive là. 80 heures semaine au McDonald's, là, ouais. Tant qu'à le faire, on va le faire comme il faut. Oh. Surtout, en plus, qu'il m'avait mis ses mains. En tout cas, ça, c'est une autre histoire, on n'a peut-être pas en parler. Mais quand tu es arrivé à Toronto, tu avais un peu peur? Ah ouais, mais c'est parce que, tu sais, Royal Bank Plaza, tu l'as vécu, tu vois, là, Toronto, New York. Ouais. 22 ans, quand Charlevoix débarque là-bas. C'est impressionnant. Actuaire. Grosse tour en or. Grosse tour en or, 22e étage, t'as un film d'actuaire, la grosse affaire. Puis là, ça m'était jamais arrivé, je l'avais pas compris. Puis c'est correct parce que c'est ça la vie. Mais quand t'es pas un anglophone, t'es un francophone relativement intelligent, tu sais, j'étais un de mes bons performants de ma classe. Là, t'arrives là-bas en tant que non-anglophone, francophone, sur Bay Street, là, tu sais, l'équivalent du Wall Street, mais à Toronto. Puis là, tu pars d'être un jeune junior, t'essaies de faire des traces en film, mais là, t'as l'air tellement moins intelligent que les autres. Bien, surtout, je m'en allais dire, surtout pour toi, là, mais prends pas ça de façon péjorative parce que c'est facile de communiquer en anglais, mais quand tu es une personne d'émotion, comme toi, quand tu es une personne où tu communiques à l'autre niveau, ça fait que tu peux faire passer ton message, mais de la façon que toi, tu as été habitué de le faire passer. C'est ça qui gardait la distance. Entièrement. En plus, c'est de la misère à prononcer en anglais à l'époque. Puis là, le gars, il bouge quand... Fait qu'est-ce que tu as fait avec cette peur-là? J'ai travaillé plus fort. Parce que j'ai eu peur de ne pas être capable de devenir un jeune actuaire. Là. Je me souviens, dans les 6 premiers mois, le grand patron du bureau m'était fait venir, là. Puis c'était genre, là, t'es mieux d'augmenter, là, ton niveau de qualité et de productivité, là, sinon t'es out, c'était ça. Fait que t'as utilisé la peur, encore une fois, pour te dépasser. Tu fais des objectifs à l'époque? Oui, puis là, c'était instinct de survie, là. Instinct de survie. Donc là, Mais instinct de survie, tu l'utilisais... Comment t'étais avec ça? T'étais bien ou tu t'étais terrorisé? Ou... J'ai été terrorisé quand c'est arrivé, mais ça m'a donné un énorme drive pour me justifier de travailler plus fort. Puis tu sais, quand t'es jeune... C'est pour ça que j'ai écrit mon premier livre. Si j'avais lu tout ce que j'ai écrit à 23 ans, t'arrives à Toronto, c'est comme... C'est fun, autant que c'est fun, tu comprends pas le sérieux du professionnel. T'es encore un rebelle sans cause, un peu, tu sais. Ça, c'était l'histoire de ma vie quand j'étais jeune, mais tu arrives à travailler en rollerblade au bureau, dans un gros bureau d'actuaire. C'est ça que tu faisais par exprès pour avoir peur. Tu te mettais ça à la limite. Puis l'inconscience, la naïveté, les typiques actuaires de Toronto, c'était là, puis c'est qui? Il arrive au bureau en rollerblade. Il n'aide pas son cas. Avais-tu des cheveux longs? Je les avais coupés pour les entrevues, pour avoir Mais jusqu'au mois de février de ma graduation en actuariat, j'avais les cheveux très longs parce que je jouais dans mon band de musique. Puis je suis passé de très long à très court. J'étais assez allumé à l'époque pour comprendre la game corporative. Fait que tu voyais la peur, tu l'as compris, l'instinct de survie t'a poussé. Puis après ça,
dans ta carrière, comme Ouais. chasseur de tête, Ouais. comme partner, tout ça, est-ce que ça t'arrive? Est-ce que c'était arrivé d'avoir peur quand tu as interviewé des candidats importants, des gros mandats, quand tu as reçu le mandat là, d'être Global Head? Non, pas de sa manière-là du tout. J'ai d'autres sortes d'émotions, de sentiments, d'inquiétudes, mais pas de peur. Les peurs dans ma vie aujourd'hui, Ouais. c'est plus des peurs au niveau personnel, pas professionnel. Personnel, à quel niveau? Genre, tu sais, je sais pas pourquoi je pense souvent que je pourrais perdre ma fille. OK. Ça, c'est une de mes plus grandes peurs. Je sais pas pourquoi, mais je pense souvent à ça et je me dis toujours que je sais pas, je pourrais m'en remettre si je perdais ma fille. Il y a toutes les fois que je peux prendre une lecture, un film, quand je regarde, je pense tous les jours, je me dis, hey, viens pas me tester là, parce que là, je sais pas si je vais être capable de passer à travers. C'est intéressant, ça. Ça, c'est une de mes peurs. Puis, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ce que j'ai avec ça, je fais pas grand-chose, hein? Je veux dire, j'avis, Mais ça t'allume. Ben, ça t'allume au fait que ta fille est importante? Ouais, ou comment ben, tu il y a l'exprimes? un De des quelle façon? Il y a un des réflexes ou une conséquence qui découle de ça, puis qui est une manière de mes manières de... comment je vis ma vie là, depuis plusieurs années. Puis j'ai perdu mon frère, mon plus jeune frère, il y a 2 ans, ça a aussi accentué ça, c'est que je considère que je vis ma vie à 300 000 à l'heure et je vis ma vie pratiquement comme si chaque journée est ma dernière. Jamais tu vas m'entendre ou tu m'as entendu en 50 ans me dire « Sais-tu quoi, il est assez tard, on va aller se coucher. Peu importe. Je vis, là, je prends le moment présent jusqu'au maximum, jusqu'à la dernière minute pour, je sais pas si c'est inconsciemment ou consciemment, mais pour dire, tu sais quoi, je ne remettrai pas ça à demain, le fun que j'ai. Donc, avec ma fille... Les enfants représentent ce qu'il y a de plus pur dans la vie, la plus belle expression de la vie. Ça fait que quand tu regardes ta fille avec ton frère que tu as perdu, mes sympathies, avec ton frère que tu as perdu, avec ce goût de vie-là, ça fait que tu vois ça, puis tu dis, crime, ça, c'est ce qui est une des choses qui est le plus pour plus moi, important les amitiés, la famille, je fais des extra efforts. Tantôt, tu me demandes comment j'ai réussi à garder la foi ou comment les trucs pour arriver à être aligné. Je fais des extra efforts conscients, tout ce qui touche amitié, famille. façon de connecter, façon d'être en équipe, d'être façon là, facile d'être là. Je pense que c'était l'autre Check-in, mon téléphone, d'être présent dans cette ma vie. fille appelle, ou ma blonde l'appelle, il n'y a rien qui va m'empêcher de parler. Il n'y a pas un meeting important. Il n'y a rien. Je réponds. Ça, j'ai toujours fait ça. C'est une manière pour moi de dire ça va toujours rester une priorité dans ma vie. Ça fait partie de rester connecté, qui est un des besoins humains importants, là, le besoin de connexion, puis d'être en équilibre. Puis ça, c'est une de tes façons. Puis, merci de ce partage-là, Roger. Et fait qu'au bureau, professionnellement, t'as pas peur. Non. T'as du plaisir. Plaisir. Oh my God. Tu sais qu'on dit t'as trouvé ton X. On dit ça des fois en anglais, en français. Je sais pas si ça vient d'anglais ou français. J'ai toujours vu qu'à 18 ans, j'avais la conviction que j'aurais 4 carrières de 10 ans, séparées par 1 an de voyage chaque, parce que je suis un voyageur, j'adore voyager. Oui, t'as pris 2 années sabbatiques. 2 fois 1 an. 2 fois 1 an, OK. Tu sais, j'ai à peu près 70 pays de vue dans ma vie. Je suis un backpacker de voyage. Puis je vais en faire une centaine, donc ça m'habite tout le temps. Mais je m'étais dit, tu sais, la vie est trop... Encore une fois, la vie est bien trop courte. Je pense que je vais être actuaire pendant toute ma vie. Es-tu malade? Je me disais ça. J'ai dit, on fait des beaux blocs de 10 ans, tu sais. 4 vies. Donc, 10 ans actuaire, je suis reparti 1 an en voyage en sac à dos, je suis revenu, je suis rentré au doctorat, j'ai fait comme 10 ans en technologie avec des chums, avec une belle firme de Montréal, ça s'appelait Averna Technologies. J'ai participé à la croissance de cette firme-là. Après ça, je suis reparti en voyage, puis là, j'ai commencé ma 3e carrière de chasseur de tête. Puis là, je me suis dit, il faut prendre ça au moins 10 ans. Et là, j'arrive à 10 ans, et maudit que j'aime ça. J'aime ça autant, j'aurais pas pu décrire comment j'aime ça, et pour moi, c'est vraiment une vocation. Ce n'est pas un travail. Puis si tu parles aux gens qui me connaissent, à ma conjointe, tu me connais, je suis un chasseur de tête 7/24. Il n'y a plus de ligne entre ma vie personnelle et professionnelle.
c'est qui je suis devenu sur une Ça, manière ça, de ça, vivre. c'est vraiment intéressant. Puis là, je vais changer l'ordre des questions, mais je vais y aller tout de suite. Ça fait que dans l'intention de ta mission, c'est intéressant parce que les gens font souvent la différence entre, d'un point de vue personnel et professionnel, mais pourtant, c'est la personne qui vient travailler, puis c'est là qu'il y a la dichotomie, Ouais. puis c'est là que souvent que tu vas te sentir un étranger quand tu vas Ouais. être au travail, puis c'est là que t'es pas nourri. Pour toi, t'es la même personne, puis tu définis ce que tu fais comme une vocation. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, une vocation? Ça veut dire... Ben, c'est pas du travail. J'en ai pas une notion 9 à 5. Je me lève. Mais dans un respect familial, quand même. Oui, mais dans tout un est respect intégré. avec les réseaux sociaux, dans Ouais. un respect des emails, tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi? C'est que, ben encore une fois, le fait que j'avais pas de boundaries, de dire, bon, là, je m'en vais travailler. Ah, ou vendredi, c'est terminé, je vais à ma maison. Il n'y en a plus de notion. Donc, c'est intemporellement partout. C'est une vie que j'ai. Puis, il y a de la famille. Il y a cet univers-là de recherche de cadre supérieur. Parce que la recherche de cadre supérieur, là, l'ultime travail, c'est de connaître tout le monde dans les grands dirigeants du Québec et de savoir tout ce qui se passe et de rester proche d'eux. Bon, c'est ça, c'est facile. Quand tu mets ça, tu dis « Hey, ça fit avec ma vie personnelle, j'aime ça. » Donc, Un gars chaleureux, un gars t'es un gars qui chaleureux. connecte, t'es un gars Moi, qui je vais être connecte. chum avec tout le monde. Je veux dire, ah ouais, ramène-en une centaine de nouveaux chums, moi, je vais tous les prendre. Donc là, ça fait que j'ai construit des grandes amitiés à travers les années qui étaient à la base Des vraies clients. relations. Des vraies relations authentiques, là. Je viens de Charlevoix, là, c'est là que ça se passe. Avec des grands hommes d'affaires du Québec King. Ce sont des amis, puis c'est des clients. La plupart de mes clients, c'est des amis. Les amis, c'est des clients. C'est tout mélangé. On se voit les fins de semaine, mais on fait des mandats ensemble. On fait des fondations. Puis moi, la fondation est l'autre gros morceau des OBNL. Je suis impliqué dans 6 OBNL. Puis ça me connecte tout, là. C'est toute la même affaire. Mais ça, puis probablement, puis ça, je vais y revenir tantôt, mais tout de suite, mais c'est parce que tu es un gars de valeurs, tu l'as dit tantôt, puis tes valeurs humaines, tes valeurs familiales, puis c'est mélangé aussi avec tes amis, là. Tout est mélangé. C'est un gros melting pot, moi, là. Il n'y en a pas de zone. Puis qu'est-ce qui fait que t'es pas envahi, emprisonné par la pression professionnelle à la maison, par les courriels, Ça, par c'est- la ça, c'est performance, une les bonne budgets, puis... J'ai un côté, j'appelle Tefal assez fort, OK? Pas grand-chose qui m'affecte, là. Un mandat, ça va moins bien. Problématique, là. Un n'est pas content. Une crise au bureau. Un employé qui pleure. C'est comme... Ça m'affecte pas tant que ça. Deal avec, ben, je suis un hyper positif. Une des choses qui me définit, je me lève le matin toujours de bonne humeur. Toujours de bonne humeur. Moi, là, Ça, c'est-tu un choix que tu fais? ah non, je me lève de la même bonne humeur. te lèves de même? Ah, c'est bonne humeur, Pourquoi? là. Je Pourquoi? crie, je Pourquoi? chante. Ça, je sais pas si je peux appeler ça un cadeau de la vie, parce que je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais je pense que tu demandes à ma mère, elle va dire ça quand j'étais très jeune. Tu demandes à ma blonde, ça la rend folle. Ça la rend folle. Tu sais, je chante dans toi, je suis de bonne humeur. Elle dit, c'est vraiment tannant avec. C'est quand j'en sais. Moi, je me lève des fois, je chille pas tout le jour. Là, c'est comme là, tout le temps. Donc là, je me lève, je suis de bonne humeur. Donc. Puis là, une autre affaire qui vient peut-être de la famille de Charlevoix, De ta culture, de tes là, racines. c'est le côté victime. Ah, la vie, c'est dur. Ah, c'est compliqué. Ah, c'est pas drôle, le gouvernement. Ah. Puis moi, là, on dirait que ça a été du fuel, ça, quand j'étais, me dire, ah, tabarouette, ce sera pas moi, ça, là. C'est intéressant parce que souvent, tu sais, on va soit adopter le modèle Ouais. de nos parents dans notre culture ou Ou aller tu l'as, complètement à ben, l'opposé. Puis toi, tu as utilisé ce modèle-là. Puis justement, dans la victimisation, ben, on choisit inconsciemment d'être down, d'être triste, de voir les problèmes. Puis toi, tu choisis. Je pense que tu le choisis. Même si tu dis que tu l'es, tu le choisis d'être de bonne humeur puis d'avoir le côté. ce Puis côté-là. ça fait un peu, je sais pas c'est quoi le mot, là. Je dirais pas quétaine, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, il y a trop de Anthony Robbins de ce monde, les gros rah. Moi, je suis un gros fan d'Anthony Robbins, mais c'est pas que j'essaie d'être positif sur tout, là, à la vie, à la mort. C'est pas ça.
c'est que moi, le verre d'eau à moitié plein, il est vraiment toujours à moitié Mais plein. ça, c'est un choix. Ça, c'est un choix. Puis je pense que moi non plus, je ne suis pas pour la pensée positive, mais je suis pour la responsabilisation. Ouais. Puis qu'est-ce que je peux voir, Ah, qu'est-ce que je peux c'est ça. choisir, puis quelle différence que je peux faire. Puis je peux faire le choix Tu d'être touches de un bonne bon humeur point. aujourd'hui. Tu touches un excellent Ouais. point. Moi, mon réflexe instinctif que j'ai part de mes candidats, mes amis, c'est genre, hey, t'as deux choix. T'arrêtes de chialer, tu restes là, Ou tu fais quelque chose. ou tu fais quelque chose. Hey, c'est facile, là. Mais arrête de chialer que t'aimes pas ta job. Arrête de chialer que t'aimes pas ton chum. Arrête de chialer. Change. Puis arrête de blâmer tout le monde. Arrête de Le voir. gouvernement, Puis, la job, la compagnie. Si tu veux pas changer, arrête de chialer. Donc, c'est très facile. Puis, t'es au Canada. On n'est pas au Gabon, donc tu peux faire tout ce que tu veux ici, là. T'as tous les moyens. Même les gens en plus grande difficulté financière au Québec, au Canada, ont beaucoup de moyens pour faire des choix. Donc, moi, ça vient me chercher, là. C'est comme... Ah, voilà. C'est pas content, on change. Fini, on en parle une Tu deals fois. comment avec les gens qui se victimisent? Ben là, tu viens de le dire, mais est-ce que tu as de l'empathie pour eux autres? Ou, parce que, tu sais, les gens qui sont dans l'hyper-responsabilisation ont de la difficulté peut-être un peu avec ça. J'ai beaucoup de misère avec ça. Ouais. J'ai beaucoup de misère avec ça. Surtout, puis une chose, quand tu as voyagé beaucoup, tu as vu, on va appeler la misère du monde, tu sais, fait du backpacking, c'est en Inde, dans les Dômes, c'est au Cambodge, au Laos, c'est toutes les places que tu dis, oh, tabarouette. Oh, OK, ça. Ils sont dans la merde, puis ils ont de la gratitude pour ce qu'ils Ils sont ont. de bonne humeur, ça arrive pareil, Ouais. tu sais, ça se gratte le nez, puis ça se... Tu sais, c'est comme... Puis là, tu reviens ici, puis là, tu vois tout ça. Puis là, tu lis. Tu sais, lis les biographies. Moi, je fais juste lire des biographies. Les biographies, tu sais, l'heure, puis tout. Puis là, c'est sûr qu'avec tous les moyens qu'on a ici, quand on connaît tout ce qui se passe à l'échelle mondiale, nous, on n'a pas eu de grande guerre, on n'a pas eu de grand génocide, on n'a pas rien là, qui fait comme population. Mon Dieu, qu'on est magané, tu sais. On n'est pas au Liban, on n'est pas à la guerre à Gaza Strip. Donc, tout ça fait que c'est sûr que j'ai plus de misère avec la victimisation généralisée. Là. C'est que c'est donc dur. Ça, j'ai de la misère. J'ai de la misère. Puis c'est probablement une chose que je continue à travailler là, pour avoir plus de... J'ai de l'empathie. Puis on dirait qu'il y a une switch qui se fait, c'est que quand j'arrive à une compréhension que la personne n'a pas les outils ou ne sera pas capable de se rendre là, je switch en mode elle n'est pas capable. Compassion. Ouais, c'est comme une condition qu'elle a. Ouais. Puis Il faut l'accepter. il faut l'accepter, ça sert à rien Non. qu'on continue à taper dessus. Ouais. OK? Donc il y a ces deux switches. Fait que l'intention de ta vocation, c'est quoi? Quand tu rentres ici, tu viens faire quoi? Là? Je pense que profondément, j'aime aider les autres. Cette job-là, les Fait femmes. que c'est altruiste. Ben, je suis pas Mathieu Ricard, là, on s'entend dessus, mais il y a un côté... J'ai un grand bien-être quand je réussis à aider les autres. Bien, ma vision, à moi, c'est quand tu donnes, t'es riche. Quand tu veux prendre, t'es pauvre. Ouais, puis t'as raison, puis ça, tu le dis bien, mais puis moi, elle est inconsciente, mon choix. À travers les années, j'ai regardé mes implications dans les fondations, affaires. Quand j'aide, je sens quelqu'un heureux, moi, je dis que c'est fun, hein? Puis j'essaie de faire attention de le faire pour les bonnes raisons tout le temps. Ouais. C'est toujours ça, parce que des fois, on pense... Poser l'intention derrière. Mais quand je regarde mon travail, j'ai juste travaillé, je me suis dit, au début, un petit peu selfish, je veux pas voyager, tu sais, je suis allé voyager. C'était à Montréal, c'est super. Rencontrer des gens, j'aime ça, moi, tu sais, au fond, on parle. Puis un côté que je savais pas qu'il existait, qui me rend extrêmement heureux, c'est que je les aide à se trouver un des premiers grands emplois. Le bonheur. L'accomplissement encore, l'objectif, l'accomplissement de la réalisation. Hey, je t'ai donné ça. Oui. Ben, J'ai permis ça. participé, ouais, j'ai facilité la meilleure job de ta vie. Tu es tellement content. Ça me rend un grand bonheur que j'avais jamais eu dans aucune autre carrière. Ça fait que t'es un gars de valeur, t'es un gars altruiste, un gars empathique, t'es un gars qui aime dépasser les objectifs. T'es un rock star, t'es un hyper performant. C'est qui d'autre, Roger Téduguay? C'est qui d'autre? Écoute,
C'est bien dit. Je suis un maniaque de musique. C'est la musique, je me définis beaucoup. Si j'étais pas né, je crois, dans Charlevoix, là, si j'étais né à San Francisco, à New York, là, je serais probablement dans un rock band. Là. Tu nous as parlé tantôt, tu as dit que la musique t'a sauvé d'une Oui. certaine façon. Puis c'est quoi, revenez sur le lien avec la musique. Ça m'a permis de rêver, de conquérir la planète. Fait qu'est-ce que tu sors de ta tête, de ton esprit rationnel quand tu fais de la musique, c'est ça? Ah Fait que ouais, tu vas dans l'autre endroit. Dans l'autre endroit. C'est-tu comme de la méditation, de la pleine non, conscience? Pas en tout. C'est un autre univers. C'est t'embarques dans... Tu connectes dans la vie? Connecte. Ouais. C'est comme quand on se rencontre, mes chums, là, ça fait 32 ans qu'on joue ensemble, on fait des band reunions, là, et des gamins. T'as fait là. un world tour à Québec. Un world tour dans la ville de Québec. Dans mon visage grand, là, je montrais des posters, le world tour. C'était à l'époque du glam metal, là. Mais on rêvait, là. Puis on se trouvait à l'époque, là. Hey, Metallica puis nous autres, les deux avaient autant de chances de réussir, là. On avait en plus l'attitude de penser que il n'y en avait pas de limite, même si notre anglais était tout croche. Mais quand je tombe dans cet univers-là encore aujourd'hui, on passe des fins de semaine dans des locales miteux, parce qu'on aime ça. Tu joues dans un band rock, c'est un local miteux. Là, ça sent pas bon, ça pue, des vieux instruments. Moi aussi que je suis heureux. Hey, je redeviens un gamin de 16 ans. Puis on joue, là, puis tu parles de rien de complexe, rien de philosophique, tu parles pas de macroéconomique internationale, t'es concentré. Fait que le gamin en toi, le gars qui mord dans la vie, qui donne, ça n'a pas changé. Ah, ça n'a pas changé. Les valeurs humaines, ça n'a pas changé. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Vraiment, comme je l'ai dit un petit peu, un passionné de voyage. Je me considère comme un junkie de voyage. Malheureusement, j'essaie de le changer un peu. Parce que, étant donné que j'aime beaucoup les belles extravagances de la vie, j'ai souvent fait des voyages comme aller-retour un week-end pour aller voir les pyramides du Caire, aller voir le Machu Picchu, j'ai fait plein à Hawaï pour un week-end. C'est intense, C'est intense. Mais je me suis dit, j'aime mieux faire ça que jamais le voir. Pas sur ma philosophie dans la vie, il n'y en a pas de problème. C'est pas vrai que j'ai besoin d'attendre 2 semaines pour aller en Australie. Je vais aller à Sydney une fin de semaine s'il faut. Fait que tu prends action, tu te victimises pas, je veux y aller, j'y vais, puis j'aime ça, là, voyager. Là. Puis tu le fais pas pour dire à tout le monde que tu le fais. Ouais, non, check. Check. Non, tu le fais pour Ben, être je là. le fais check pour moi. Pour toi. Pas pour les autres. Pour les autres. C'est comme, puis moi, tu sais, comme mon téléphone, il y en a qui sauve plein d'affaires. Moi, chaque nouvelle place que je vois qui est belle, jamais. C'est où ça? OK, c'est dans les Maldives, parfois on va aller là. Tu sais, c'est quand une forêt que j'ai jamais vue, je prends la photo, puis je veux y aller. Encore une fois, tu te mets des plans, des objectifs, tu veux les atteindre, puis tu y vas, puis tu mets des efforts pour y aller. Question que j'ai pas posée aux autres, mais que je sais que toi, tu poses, par exemple, en entrevue. Ah oui? As-tu des lacunes? Parce que là, des lacunes? Oui. Ah, my God, tu veux s'en parler? La liste est longue! Non. As-tu des choses sur lesquelles tu travailles, que tu as besoin de te faire appuyer, que tu as besoin de te faire épauler? Ouais. Énormément. Je travaille beaucoup sur le self-awareness. La seule manière qu'on va s'améliorer, c'est de savoir quels sont les gros morceaux qu'on veut travailler. Puis ça, tout a commencé, je vais parler rapidement, ma rencontre avec Mathieu Ricard, quand j'avais 40 ans. Il m'a vraiment shaké, ce gars-là, parce que je pensais que je m'en venais pas pire, moi. Là. Je suis un bon cheminement de croissance personnelle. Ça allait bien, mon affaire. Puis on fait un souper chez nous avec Mathieu Ricard pour lever de l'argent pour une orphelinat au Népal. Un souper chez vous? Oui. Pas pire, ça. Pas pire, hein? Oui, ça a coûté cher, mais c'est pas chez nous. Parce qu'on levait de l'argent. J'ai ramassé 6 personnes, ça coûtait genre 2500 $ chaque. On y a levé l'orphelinat un soir. Wow. Pour le bouton. Donc, j'ai eu la chance. En échange, on était juste 6 pour y parler. T'sais. Puis là, j'ai dit, un gars comme toi, là, je sais, il y avait plein de questions pour lui. J'ai dit, un gars comme toi, tu sais, je te regarde, ça n'a pas d'allure. Je veux dire, tes réponses, ta maturité, ton bonheur, ton bien-être. Puis on sait qu'il était considéré comme un des hommes le plus heureux au monde. Planète, ouais. Puis là, j'ai dit, comment tu te sens? T'es rendu où, toi, dans ton évolution de gars là, qui a plein de choses à améliorer encore, là, mais moi, c'est pas mal de gars de fou et 8 sur 10, c'est dans mon livre. Il dit, probablement entre 4 et 5. Là, je dis, moi, je pense que je suis rendu à 7-8, là. Le gars, il est encore à 4 et 5, mais moi, j'aurais mis comme à 50 sur 10.
Donc ça m'a shaké en disant, oh tabarouette, mon self-awareness de penser que je suis rendu pas pire. Puis là, pendant un bout, je me suis mis à regarder, tu vois, vu que je suis un actuel de formation un peu analytique, là, je dis, combien de fois dans une journée je fais des choses que je regrette? Okay? Pendant une semaine, je me suis mis à calculer. Genre, j'ai pas laissé couper quelqu'un en auto. J'ai pas dit merci. J'ai pas laissé de pourboire. Dans le fond, j'aurais bien dû. Très bon ça. Là, je suis rendu une 50aine de fois par jour. J'étais découragé. Là, j'étais là, tabarouette, mon chum. T'as encore du travail à faire, là, en gentillesse, en altruisme, en compréhension, en impatience. Donc ça m'a ouvert beaucoup ça depuis ce temps-là. Puis je travaille, j'ai beaucoup de points que je veux améliorer encore. C'est intéressant que tu dis ça parce que la musique thème des balados, les paroles viennent de Alan Watts, puis ça, je pense que je t'en avais parlé. Oui. Puis il dit « Watch yourself » et « See what is » et « Accepte-toi de façon inconditionnelle, sans jugement », puis il dit, après ça, il dit « You have no further problem ». Et c'est vraiment ça, c'est de s'accepter, de s'observer, puis de voir ce qu'il y a à voir et non de transmettre à partir de nos peurs, à partir de nos désirs. Tu as déjà parlé de chanter, te lever de bonne humeur, chanter dans la douche, tes enfants, la connexion, tout ça, qui sont pour moi des façons d'être en équilibre, de cultiver l'équilibre, de venir ici par passion. T'es-tu en équilibre entre la tête et le cœur? Je suis de plus en plus. C'est encore un autre de mes chemins de vie, d'essayer de bien gérer ma tête, mon cœur, mon physique. Moi, je rentre le physique souvent les trois parce que plus je suis en forme physiquement, plus j'ai de l'énergie pour ma tête, puis libérer mon cœur. Puis, je suis beaucoup plus... Quand les gens m'ont connu, mes meilleurs amis m'ont connu, quand ma première phase de ma vie, que j'étais actuaire, là, c'est pour les grands films américains, j'étais pas mal dans ma tête, là, tu sais, j'étais beaucoup dans la paraître un peu. Parce que t'avais peur. Ben oui, j'avais peur. T'avais peur, c'est ça, t'avais peur, c'est ça. J'avais pas de chemin de vie encore, j'avais pas de cicatrice encore, tu sais. Puis, à un moment donné, j'ai pris conscience des commentaires des gens, puis moi-même, que genre, j'étais pas assez connecté, là. Puis je suis un gars qui n'était pas assez connecté sur le moment présent non plus. J'étais beaucoup dans... Pourtant, c'était dans toi. Tu l'avais dans toi. Ça fait que la connexion a été facile. Tu peux dire ça dans un sens. Ouais. Mais il faut que quelqu'un t'ouvre les yeux, tu sais, sinon... Mais qu'est-ce que tu fais pour te connecter là? Donc, maintenant, avec ma conscience de vraiment toujours prendre soin des 3 morceaux, je me fais des règles. Des règles, juste des guidelines. Comme pour rester connecté aux gens que j'aime. Je disais, j'ai toujours répondu au téléphone. Tu vois, à ma blonde, j'ai toujours au téléphone. Si ma fille appelle n'importe quoi, je réponds, je suis disponible. Mes amis, je fais une priorité de booker du temps avec eux. Tu sais, je ne laisse pas ça aller au hasard. Genre, je fais du temps. Et tu priorises l'équilibre. Oui, je priorise pour rester connecté à mes vieux chums, qui viennent de haut, mes musiciens, mes amis, ma famille. Puis ça me connecte au corps. Tu sais? À une place, je parle beaucoup plus, je m'exprime plus, je suis plus vulnérable. Après ça, ma tête, j'essaie de la garder évoluer. Je lis encore, j'ai beaucoup. Ça, j'écris des livres. Je suis un gars hyper stimulé. J'ai toujours un nouveau livre que j'ai commandé, que j'achète, que je lis, documentaire. Donc, la journée que j'arrête d'avancer dans ma tête, je recule, tu sais. Donc, je veux toujours être très, très, très sharp et au courant de ce qui se passe pour être capable d'être bon dans ce que je fais puis avoir une profondeur. Bien, je vais aller là, justement. Tu parles de te mettre des objectifs pour les dépasser. Puis moi, je pense que ça prend un rituel pour rester connecté à sa mission. Ça fait que c'est quoi ton rituel pour garder la foi dans ta vocation de ta mission, si tu en as un? Je n'ai jamais pensé de même. C'est dur pour moi de répondre à cette question-là. Parce que je ne sais pas si j'ai un rituel, mais je me suis mis plein de petites action items que je dois faire. Au quotidien. Ouais, comme... Toi, tu parles au quotidien. Vas-y avec ce que tu fais, là. Moi, tu sais, je disais, comme pour le physique, je prends jamais l'escalier roulant. Je marche, tu sais. Pour moi, et je ne déroge pas à la règle que je sois fatigué, blessé ou pas, je prends les marches. Okay? Ça, pour moi, c'est comme... Fait qu'activer ton corps ça, au pour quotidien, moi, là, dans le plus de façon que tu peux. Dans la douleur et tout, j'en fais une règle non écrite. Ça, je vais faire ça. Pour moi, c'est une règle de dire, je vais faire ça.
Puis après ça, pour le cœur et la tête, je peux pas penser à petites règles, mais pour moi, c'est comme je vais écrire des livres, me forcer à faire ça, à lire. Le soir, j'ai mon petit rituel le soir. C'est quoi? Ouais, chaque soir, ça c'est bon. Chaque soir, j'ai mon petit rituel. C'est quand je suis prêt à me coucher, là, je sais que j'ai encore 3 hyper, là, il est rendu minuit et demi, là, je vais prendre mon petit rhum. Comme tu vois que je suis un amateur de rhum brun. J'ai remarqué. Je prends mon petit rhum, et là, je décante pendant environ 30 minutes. Une sorte d'un mélange de méditation. Là, je décante sur qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai oublié de faire. Est-ce que tu as de la gratitude? Est-ce que tu valides? Parce que Ouais. tantôt, tu parlais de la culpabilisation, des choses que tu avais faites aussi, que tu regrettais. Est-ce que tu te notes là, sur ta journée? Non. Je le faisais dans la période Ouais. que je suis découragé, tellement que je faisais trop d'affaires pas correctes. Ouais. Là. Mais non. Non, je vais pas là. Je vois beaucoup d'argent. Je suis extrêmement privilégié. J'ai des bases. Je mérite pas d'être intelligent. Je mérite pas d'avoir certains succès. Ça, c'est ta culpabilité, ça. Ouais, mais je l'ai eu. Ce que je veux dire, c'est que je suis un gars avec un bon self-awareness que je l'ai eu. C'est pas parce que, I deserve it. Moi, l'entitlement, là, ce qu'on mérite, là, ça n'existe pas comme vocabulaire pour moi. Dans la vie, on mérite à rien, tu sais. Donc, puis il faut être conscient qu'il y a des choses qui nous ont données. La vie est injuste. Ils nous ont été données. Fait que c'est un moment de gratitude. Gratitude et culpabilité, OK? C'est un paradoxe. Oui, parce que moi, tous ces morceaux qu'on m'a donnés que je trouve que je ne mérite pas me créent une culpabilité de redonner en même temps. OK. C'est intéressant. Ah, Fait que tu vis là-dedans à tous les soirs avec ton petit rhum, puis tu passes ta journée en revue, puis tu te sens... Il y a cette culpabilité-là qui vient, mais quand même dans la gratitude de ce que tu as fait. Puis avec cette culpabilité-là, tu l'utilises pour continuer à donner, puis faire, puis remplir ta mission. Hey Roger, on aurait pris plusieurs heures comme ça. C'était vraiment très, très riche. Je te remercie. Je suis certain que les gens vont adorer. Et je vous recommande d'acheter ces 2 livres. Démarquez-vous, faut pas. Un gros merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Always at every moment be aware of what you're doing.